Les rencontres du Rav Morali vous présentent une soirée exceptionnelle. Après le Gush Katif, comment se reconstruire? En partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Chers amis, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir. Nous nous retrouvons ce soir avec le Chouk Benogros, l'Ilmod, la mairie de Ra'anana, pour organiser une nouvelle émission. Ce thème que nous avons choisi ce soir, après l'expulsion du Gush Katif, peut-on se reconstruire? Je reconnais que c'est un thème grave, difficile, et qu'on peut se demander comment se fait-il qu'on parle de ce sujet-là maintenant. Ça serait plus adapté au moment de Tisha B'Av. Mais je dois vous donner 3 raisons, à mon avis, pour lesquelles nous avons choisi de vous en parler ce soir. Et vous connaissez tous l'adage qui nous dit « Mishedirnas Adar Marbi Besimcham ». Lorsque nous rentrons au mois de Hadar, nous devons augmenter la joie. Et vous allez comprendre maintenant le lien qui va s'établir. La première raison pour laquelle c'est choisi, parce qu'il savait qu'il y a 2 Yishuvim qui ont été créés en Hadar 1979, Atzmona et Bedola, et ils faisaient partie d'un ensemble de 21 Yishuvim qui étaient sur la bande de Gaza, ce qu'on appelle le Gush Katif. Et il y avait donc dans ces 21 Yishuvim, de nombreux Yishuvim qui ont été créés, qui ont commencé au moment de Hadar. Et donc c'était une manière de leur rendre hommage que de rappeler ça au même mois. Une deuxième raison, c'est une raison plus technique, c'est que le ministère de l'Éducation a choisi la date du ou 22 Shevat ou 7 février, ministère de l'Éducation, pour évoquer le sujet du Gush Katif. Et donc, on a voulu coller un petit peu à cet historique. Voilà pour les raisons, je dirais, officielles. Pour les raisons plus profondes, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion, dans le cadre de notre communauté à Ra'anana, d'écouter une conférence de Gisèle Kling et de son mari, le Rav Yoel Kling, qui ont parlé de ce sujet, et j'ai été particulièrement ému. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire participer plus de personnes autour de ce sujet. Alors, pour présenter Gisèle Kling elle-même, elle est l'auteure d'un livre qui s'appelle « Les petites histoires qui font la grande histoire ». Et dans ce livre-là, je dois vous dire, ce n'est pas un livre revanchard, ce n'est pas un livre, mais c'est un livre nostalgique, et un livre aussi de plein d'espoir. Et c'est à ce niveau-là que j'ai ressenti le besoin de me dire, en fait, des gens qui ont habité les expulsés du Gush Katif sont porteurs d'un espoir immense qui doit nous être utile à nous tous dans toutes les communautés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé opportun de parler de ce sujet à ce moment-là. Alors, nous aurons différents intervenants au-delà de la famille Kling, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Mais je voudrais préciser encore un autre enseignement que nous avons entendu au nom du rabbi de Lubavitch, qui disait, qui précisait, cette année, il y a 2 mois de Hadar, donc 30 jours et 30 jours, ça fait un 60e, pour nous rappeler cette mesure de 1/60e pour annuler une autre décision ou une autre quantité, et en l'occurrence, ça serait pour dire 1/60e de Simcha viennent annuler les tristesses qui peuvent exister tout le long de l'année. Et donc, espérons que ces 1/60e, ces 2 mois de Hadar réunis, nous permettent d'annuler toute la tristesse qui pourra avoir lieu tout au long de cette année. Donc, ce que l'on recherche au mois de Hadar, et vous l'aurez compris, c'est l'optimisme, la simcha, la joie de vivre, la volonté de construire une société. La société est composée de membres individuels, de familles et de communautés. Et c'est ce qui est fondamental, c'est que j'ai retrouvé dans ces expulsés du Gush Katif, c'est cette volonté de transmettre cette simcha, cette volonté de transmettre ce côté positif de la vie, et c'est ce que je vous propose d'écouter ce soir. Alors, nos premiers intervenants seront, comme je vous l'ai précisé, Gisèle Tzipora Kling et son mari, le Rav Yoel Kling. Ils ont habité des Kalim, et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, elle a écrit un livre, et je voudrais vous citer ce qu'elle cite à la fin de son livre, quand en fait tout est détruit, et que le cinéaste se promène et filme de scène en scène, et ainsi elle rapporte la chose suivante. Le cinéaste a aussi tourné des images de Neve Kalim après la destruction des maisons et des synagogues. Du sable, des dunes, du sable à l'infini, des touffes de végétation maladive, d'où émergent des squelettes de ferraille et de béton. De notre splendeur, de notre lumière, il ne reste rien, absolument rien,
j'ai l'impression de voir le temple détruit une fois nouvelle. Et donc, on comprend bien l'importance, le choc que ça a pu représenter pour toute cette population et pour l'ensemble de la communauté internationale, la communauté juive. J'entends, c'est ce moment de déchirement, de coupure avec le Gush Katif, après une décision bien évidemment gouvernementale. Mais c'était un choc énorme pour l'ensemble des populations, pour les Juifs qui habitaient sur place. Et on va essayer de vous retransmettre ce soir. Ce sera le premier témoignage. Le second témoignage, c'est le docteur Frank Reich-Shemla et son épouse, qui ont été particulièrement actifs, eux aussi de Neve Kaliv, et ils ont été utiles, non seulement sur le au niveau médical, mais au niveau social. Il était, au niveau spirituel, il était l'auteur d'une sira, c'est-à-dire une parashat Shavua qui était distribuée chaque semaine. Il nous en dira un peu plus sur ce point. Je voudrais lui présenter toute ma sympathie, puisqu'il est dans les shivas de son père et il a quand même voulu apporter son témoignage ce soir même. Le troisième intervenant sera Ariel Porat, agriculteur habitant, lui aussi, il habitait Neve Kalim, et il a continué ses activités. Il nous présentera ce qu'a apporté l'agriculture du Gush Katif à l'ensemble de l'agriculture israélienne. Le Rav Kaminensky, qui était le Rav du Gush Katif, a écrit « Le Gush Katif était le nec plus ultra de l'agriculture en Israël et même dans le monde. Il y a 30 ans, un dunam de serre de 1000 mètres carrés produisait une tonne de tomates. En 2005, donc c'est l'année du Gush, un dunam en produisait 35 tonnes. C'est-à-dire, vous voyez la différence énorme. Donc, l'apport au niveau économique de cette dimension de l'agriculture dans le Gush Katif. Et alors, il a terminé, encore, je vais rajouter un mot, il précisait, le Gush Katif a fait fleurir le hol, en hybride, qui veut dire le sable, qui veut dire le hol par rapport au Kodesh, du profane au Kodesh. Il a développé les yeshivot, il a développé les ulpenotes, il a développé l'ensemble d'un réseau éducatif qui était florissant. Enfin, notre intervenant suivant sera le Ethan Fison qui nous aidera à y comprendre la Emouna soumise à l'épreuve. Et là, enfin, ça sera Nicole Cohen, guide au Centre pour l'héritage du Gush Katif, qui nous parlera pour ne plus jamais oublier et revenir bientôt. Je voudrais remercier dès à présent Shmuel Lasri à la technique, Patrick Lévy et Laurent Benamou et Johan Beodbol que vous entendez, qui participent pour ce soir, et à tous nos intervenants de ce soir et à vous tous, chers amis, merci. Je tiens à vous préciser deux choses. C'est que tout d'abord, vous pouvez tout le long de la soirée, si vous avez des questions, intervenir par intermédiaire de chat, vous marquez votre question, et j'espère que ainsi, si on a le temps, les intervenants pourront répondre par rapport à leur témoignage, par rapport à leur vécu. La seconde chose, c'est que toutes ces rencontres sont inscrites sur YouTube, Rencontre du Rav Morali. Vous pouvez retrouver la soirée en intégral ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je demande tout de suite à Gisèle si elle m'écoute, elle m'entend? Oui, oui. Voilà, allez-y, la parole est à vous et on vous écoute attentivement. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir donc, pour apporter mon témoignage. Je dois vous dire que durant les quelques minutes qui ont précédé le début de l'émission, vous avez fait passer en musique le célèbre Teilim Tfila Le'ani Kiyatov et que lorsqu'on se commémore Gush Katif, c'est la première chanson qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes. C'est une prière qui a été effectivement chantée, priée, répétée à de nombreuses reprises pendant cette période du Guérouche. Et le moment le plus intense où elle a été dite, c'est un moment que je voudrais rapporter maintenant, et qui m'a beaucoup marqué. Quelques jours avant le Guérouche, pour ma part, a eu lieu jeudi. Le jour de Tisha B'Av, qui était dimanche, c'est-à-dire 4 jours auparavant, une rencontre a eu lieu au cimetière du Gush Katif, là où étaient donc enterrés les morts du Gush Katif. Il y en avait à peu près une soixantaine. Et quelques centaines de personnes étaient là pour dire encore un dernier au revoir, pas seulement au paysage du Gush Katif, mais aussi à nos morts du Gush Katif,
qui allait être déterré quelques temps plus tard pour aller être enterré ailleurs. Et je me souviens que nous étions tous là réunis autour des tombes des disparus. Il y avait beaucoup de prières, beaucoup vous savez, toutes ces chansons de Yom Kippour, des Yamim Noraim et des Teilim qui sont tellement, tellement forts, qui évoquent la douleur et le deuil et la souffrance du Ham Israël. Et donc, parmi ces chansons, Tfila Le'ani Kiyatov, qui littéralement signifie la prière d'une personne désespérée, Kiyatov. Et d'après le Rambam, le mot Kiyatov signifie la détresse, mais au sens de l'évanouissement. C'est-à-dire, c'est une douleur extrêmement forte. Et je dois dire que nous étions vraiment, véritablement au bord de l'évanouissement pendant ces journées-là. C'était très fort, la douleur qu'on ressentait. Et cette séance que nous avons vécue au cimetière, comme ça, autour des tombes, lorsque nous chantions cette chanson-là, était extrêmement forte. Et je voudrais rapporter un témoignage qui m'a marqué. Il y avait autour de nous énormément de journalistes venus du monde entier. Et l'un d'eux était à côté de moi. Et nous étions tous là très recueillis dans nos prières. Et tout à coup, je vois ce journaliste qui était en train de filmer tout ça, poser sa caméra et pleurer avec nous. Il n'était pas juif, mais lui aussi avait été ému par tout ce qui était en train de se passer. Donc voilà, ça c'était pour Tfila Le'ani Kiyatov. Alors, moi personnellement, par rapport au Gush Katif, lorsque nous avons fait notre Aliyah en 1995, tout de suite, notre désir, c'était d'aller dans un endroit d'Eretz Israël où il y avait quelque chose à construire. Je veux dire, bon, nous avons vécu en France et je ne vous cache pas que lorsque je lisais l'histoire d'Israël et des pionniers, des bâtisseurs, je veux dire, j'avais toujours un rêve. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre cette époque. Alors bon, je n'ai pas vécu cette époque, mais j'ai pu vivre au moins dans un lieu où il y avait quelque chose à construire, et c'était le Gush Katif. Et on a passé littéralement 9 années assez extraordinaires là-bas. Et pour vous dire, vivre au Gush Katif, pour nous, qui venions de France, donc c'était d'abord la découverte d'une autre partie d'Eretz Israël, la découverte d'un endroit où il fallait construire, et la découverte aussi du Ham Israël. Un Shabbat, pour tout vous dire, un Shabbat au Gush Katif, c'est un Yom Kippour en France. C'est-à-dire, c'est de la même dimension. C'était exactement ce que je vivais tous les Shabbats. J'avais l'impression d'être à Yom Kippour à Paris. Tant c'était fort, c'était plein et c'était beau. Et comme vous avez dit, Rav Saadia, je veux dire, lorsque j'ai vu de mes yeux le Gush Katif détruit, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre là-bas lorsque les synagogues étaient déjà détruites, j'ai véritablement eu la sensation d'une destruction de temples. Lorsque j'affectionnais beaucoup cette synagogue séfarade, pour ma part, parce que bon, je suis d'origine séfarade, qui était magnifique, était, je crois, une des plus belles d'Israël, à mes yeux et aux yeux de beaucoup aussi, lorsque j'ai eu l'occasion de la revoir après le Guérouche, elle n'était pas détruite, mais elle était nue. Il n'y avait plus de parochettes, il n'y avait plus de sièges, il n'y avait plus de luminaires, il n'y avait plus rien. Il y avait que du béton. Et c'était très douloureux. Je crois que c'est une vision que je ne pourrai jamais, 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 jamais oublier. Et donc ça, c'est une des images avec celle du cimetière qui m'a le plus marqué. D'autres souvenirs aussi qui m'ont marqué, parce que j'ai pas le temps en quelques minutes là qui me sont données, en 10 minutes qui me sont données, de vous raconter toute notre histoire au Gush Katif. Mais je peux, oui, affirmer que nous avons vécu des années extraordinaires de 1995 à l'an 2000, qui étaient des années, on va dire, plutôt sereines, jusqu'à ce que commence l'intifada en l'an 2000, et où là, ont commencé les moments douloureux, les attentats, et donc, bon, le paradis qui était Gush Katif commençait à devenir
pas un enfer parce que ça restait toujours un paradis, mais ça devenait difficile. Dire, chaque voyage était, on était dans le doute, on sort du gouche, est-ce qu'on va revenir? Et pourtant, on était sûr, on était dans notre droit d'être là. Il n'était pas question que la peur, comment dirais-je, nous envahisse et que nous quittions cet endroit-là. Je crois que dans quelques semaines, nous allons célébrer le jour de la femme. Et alors, si déjà, alors je voudrais peut-être dire un petit peu quel rôle les femmes ont joué aussi dans la lutte du Gush Katif. D'abord, les femmes du Gush elles-mêmes, bien entendu, étaient très, très impliquées par des séances de Teilim et par des prières et par des actions en dehors du Gush pour parler du Gush et pour faire de sorte que à la même Shala ne soit pas votée la terrible décision qui consistait à donner le Gush Katif à nos ennemis, malheureusement. Mais je veux dire, au niveau collectif, à part les femmes du Gush Katif qui ont œuvré donc pendant toute cette période-là, pendant les dernières semaines du Gush Katif, sont rentrées dans le Gush Katif plus de 1000 jeunes filles âgées entre 15 et 20 ans qui ont littéralement assiégé la synagogue et qui s'y sont enfermées. Et un journaliste israélien d'ailleurs a filmé tous ces moments-là. Et vous pouvez retrouver sur YouTube, si vous cherchez Tfilat Ameharot, je crois que ça a fait le tour du monde où on voit ces jeunes filles qui sont toutes en prière du matin au soir pendant plusieurs journées. C'était vraiment quelque chose de unique à laquelle j'ai participé et à laquelle beaucoup de femmes ont participé. Ça, c'était donc au niveau collectif. Au niveau individuel, je dois dire que pour ma famille, personnellement, à l'époque, mes 4 jeunes filles étaient âgées de 17 à 21 ans et elles aussi ont pris part à la lutte pour le Gush. Et je voudrais rapporter l'histoire particulière de chacune de mes filles. Ma grande fille Vitia qui passait ses journées littéralement à parler avec les Chayalim pour essayer de les raisonner, pour essayer de faire de sorte que non, ils n'accomplissent pas cette terrible chose. Et Sarah, ma cadette, qui quelque temps après donc la décision du gouvernement, vient me voir et me dit « Maman, je voudrais te demander un conseil. Voilà, tu sais que j'étudie. » Elle faisait à l'époque des études assez difficiles. Elle me dit, et d'un autre côté, je voudrais rentrer dans la lutte. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je continue mes études ou j'abandonne et je rentre dans la lutte? Je ne vous cache pas que c'était très difficile. Je ne sais pas ce qu'un parent, dans ce cas-là, notre parent aurait conseillé à son enfant. Mais toujours est-il que je lui ai dit, tu sais, ma fille, des études, tu pourras en faire toujours. Tu es douée, Baruch Hashem, tu pourras. Bien entendu, la décision te revient, mais réfléchis à une chose. Dans quelques années, si Dieu veut, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ces enfants vont grandir. Qu'est-ce que tu vas leur raconter à tes enfants lorsque tu leur parleras du Guérouche? Et là, elle m'a dit, j'ai compris, maman. Et elle a lâché ses études et elle s'est engagée dans la lutte pour le Gush Katif. Mes 2 autres filles qui étaient plus adolescentes déjà, à ce moment-là, ont disparu littéralement de la maison pour participer elles aussi à toutes sortes d'actions. Je me souviens d'une histoire que m'avait racontée une de mes filles qui était amie avec tous les jeunes du Gush, qui vient un jour à la maison et qui me dit « Oh maman, on a fait un truc super aujourd'hui ». Et je lui dis quoi? Elle me dit, bah, tu sais, la famille Arama a emballé toutes ses affaires parce que, voilà, quoi, ils pensent qu'on va partir, on va devoir quitter le Gush Katif. Et leurs enfants sont véritablement déprimés. Alors, on est allé chez eux et on a convaincu les parents que non, il ne fallait pas craquer,
il y avait encore un espoir et qu'on ne quittait pas le bush. Et donc, ils les ont aidés à déballer tous les cartons et à réinstaller une maison. Et je veux dire, et des histoires comme ça, bon, il y en a beaucoup, mais évidemment, on est limité par le temps. Alors bon, je les ai racontées dans mon livre. Il y a mon livre donc qui, dans le titre et les petites histoires qui font la grande histoire. C'est un livre où beaucoup d'histoires donc sont racontées sur ce qui se passait à cette époque-là. Et je vous cache pas que lorsque je l'ouvre ce livre et que je lis ce que j'ai écrit moi-même, ce que j'ai vécu moi-même, je ne le crois pas. Si je ne l'avais pas écrit, je crois que je m'en serais pas souvenu aujourd'hui. Et je n'aurais pas cru moi-même qu'il ait pu se passer de telles choses. Et je suis véritablement très heureuse que Akadosh Baruch Hu m'a inspiré d'écrire, de tenir un journal au jour le jour pendant les dernières semaines que nous avons vécues au Gush Katif pour y consigner littéralement tout ce que nous avons vécu heure par heure, jour par jour. Et c'est donc un témoignage vraiment exceptionnel. Au-delà des histoires que je raconte dans ce livre, au-delà du journal que je reproduis aussi, il y a une partie dans le livre où j'ai consigné là-bas toutes sortes de documents que nous recevions à l'époque, de la part de la Moatza, de la part de la même Shala, etc. Et là aussi, j'ai eu l'ingénieuse idée de garder tous ces documents. Et lorsque j'ai écrit mon livre, je les ai tous traduits et je les ai introduits, donc ils sont en annexe, des documents que nous recevions et que là aussi, il faut le lire pour croire qu'on ait pu recevoir de tels documents qui nous donnaient toutes sortes de consignes, comment nous devions nous comporter pendant les derniers jours où nous vivions le Guérouche. Voilà, je crois que le temps qui m'est imparti est bientôt terminé. Pour ne pas terminer, Michel Nirnas, comme l'a dit Laura tout à l'heure. Vous pouvez prendre encore quelques minutes pour nous expliquer en fait la continuité, la force que vous avez ressentie à ce moment-là et qui vous a donné la possibilité de vous réinstaller et de continuer. Oui. Alors justement, on est au mois d'Adar et je veux terminer donc sur une note plutôt gaie, et c'est vrai que, comme vous avez dit, il y a un parallèle avec le mois de Hadar et le mois de Av, Mishenichnas Hadar, Av, Marbim Besimcha, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha. Je veux dire, ces deux mois ont beaucoup de choses en commun et je crois que c'est là un petit peu ce qui définit le destin du peuple juif, c'est que à la fois la souffrance, la joie sont mêlés lors de tous les événements du calendrier juif. Le soir du Seder, c'est à la fois l'amertume, mais c'est aussi la liberté. Et donc, je veux dire, personnellement, pour nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu de l'amertume du Gush Katif, mais il n'était pas question qu'on reste sur cette note d'amertume. On doit continuer et on doit construire. Après tout, nous sommes en Eretz Israël. Je me souviens qu'un journaliste m'avait interviewé et m'a dit « Qu'allez-vous faire au lendemain du Guérouche ?» Et je leur ai dit faut relativiser. C'est vrai que nous sommes très malheureux de perdre cette région d'Eretz Israël, mais nous sommes encore en Eretz Israël, nous avons encore à construire, l'histoire continue, et même si pour le moment, je ne vous cache pas, là, pendant quelques mois, j'en ai énormément voulu à l'État d'Israël, j'avais même du mal à chanter la Tikva au début, parce que j'étais déçue de tout ce qui s'était passé, mais Baruch Hashem, je veux dire, la vie a repris le dessus, et mes enfants, mes trois garçons qui étaient tout petits à l'époque du Guérouche, ont grandi. Je suis aujourd'hui installée à Yad Binyamin. Les trois ont fait l'armée d'Israël, Baruch Hashem. Les trois ont fait des unités combattantes et je suis très fière qu'ils l'aient fait. Et c'est comme ça qu'on continue et à construire et à se reconstruire. Vous savez, j'ai entendu un chidouche qui m'a plu sur le mot chaim. Pourquoi le mot chaim est au pluriel? En général, on nous dit c'est parce que ça fait allusion à la vie ici-bas et la vie là-haut. Mais moi, j'ai entendu autre chose,
qui dit qu'une vie, finalement, elle est faite de plusieurs vies. Alors, je crois que c'est sur ce message que je reste. Nous avons vécu une vie au Gush Katif, nous avons vécu une vie en France, et nous vivons maintenant encore une autre vie ici à Yad Binyamin, où Baruch Hashem, on va de l'avant et on continue à se battre pour notre pays. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voudrais simplement, parce qu'on me pose la question, comment peut-on faire et où peut-on acheter votre ouvrage qui est, encore une fois, je le recommande chaudement, mais comment fait-on pour l'acquérir? Si vous avez la possibilité de mettre ou de donner une… On peut me contacter tout simplement. Je peux donner mon numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent. C'est le 050 322 53 12. 050 322 53 12. Voilà, et donc écrit. Voilà. Je crois que il paraît voilà, c'est écrit, très bien. Donc, merci à vous. ולפני השם ישפוך שיחה